collectif éthique sur l'étiquette, c'est un collectif de différentes organisations. On regroupe des ONG, des syndicats, des organisations de défense des consommateurs qui se sont rassemblés pour défendre les droits humains au travail dans les chaînes de sous-traitance mondialisées, notamment dans l'industrie du textile. Donc on est un collectif de pression sur les grandes enseignes, les grandes multinationales de l'habillement, et aussi de plaidoyer pour faire avancer la législation contraignante sur ces grandes multinationales. Et on a pour principal moyen d'action la mobilisation citoyenne, qui est notre levier principal pour atteindre ces deux objectifs. La main-d'œuvre dans le secteur du textile-habillement est composée à 85% de femmes. C'est l'archétype de ce qu'on appelle les industries à forte intensité de main-d'œuvre et de main-d'œuvre peu qualifiée. Donc, ce qu'il y a à partir des années 80, 90, il y a un très grand renforcement avec la mondialisation libérale dans les années 2000, attirer dans les pays pauvres à bas coût des femmes qui sont venues souvent des régions pauvres ou intérieures en fonction des pays pour subvenir à leurs besoins et aux besoins en général d'une famille entière dans ces pays à bas coût. Alors les principaux pays de production du textile aujourd'hui, c'est la Chine et le Bangladesh comme deuxième pays producteur, exportateur d'habillement. Mais cette main-d'œuvre peu qualifiée à bas coût, extrêmement féminine, se retrouve quasiment dans tous les pays du sud-est asiatique, mais aussi du Maghreb, mais aussi en Turquie. Donc c'est vrai que les femmes sont très fortement touchées par les violations massives des droits fondamentaux au travail sur laquelle repose l'industrie du textile, parce que le pilier central de production de vêtements, c'est minimiser les coûts de production, au premier rang desquels les salaires, en se positionnant dans ces pays à bas coût, mais s'ensuit toute une série de violations de leurs droits fondamentaux, comme évidemment le droit à la protection sociale. On ne parle même pas de congé maternité ou de congé maladie dans ces pays, mais aussi des horaires de travail démesurés, parce qu'il faut pouvoir répondre à la pression sur les coûts, les délais de production. Ça se traduit par des cadences de travail et des rythmes de travail très longs. Au Bangladesh, c'est pas rare que les femmes aient une double journée de travail, et puis elles rentrent le soir s'occuper de leur famille, elles repartent à l'usine. Et puis je dirais la pierre angulaire un peu, c'est une forte répression de leurs droits syndicaux et leurs droits de négociation collective qui rend difficile en fait des luttes autonomes et surtout qu'elles puissent obtenir de meilleures conditions de travail. Les femmes constituent 85% de la main-d'œuvre dans le textile et l'habillement, mais ce sont des hommes qui occupent en très grande majorité les postes, même dans l'entreprise, dans les usines à responsabilité, c'est-à-dire le directeur ou le patron de l'usine, le propriétaire qui peuvent être des personnes différentes, sont quasi exclusivement des hommes, c'est tout à fait le cas au Bangladesh. Et sur la question, donc, y compris pour les postes de contremaître, etc., donc s'exerce en plus une pression, harcèlement moral et parfois sexuel, évidemment, dans ces usines. Pour ce qui est de la syndicalisation, alors, on n'a pas vraiment d'études qui nous diraient globalement quel est le taux de syndicalisation, ça dépend peut-être un peu des pays. C'est vrai qu'au Bangladesh, c'est extrêmement difficile, au Cambodge aussi. On a eu des expériences, et donc nous, on travaille beaucoup avec des organisations de défense des droits des travailleurs dans les pays de production textile. On est intimement liés, extrêmement liés à... On construit ensemble des stratégies pour défendre leurs droits. Je me souviens d'un exemple au Cambodge où l'accès à la syndicalisation est difficile parce que ce sont beaucoup des hommes qui sont aussi aux mains des syndicats, que c'est compliqué pour une femme de se retourner vers un syndicat quand il est composé en grande majorité d'hommes. On a travaillé avec une organisation qui est une ONG qui se considère comme l'antichambre de la syndicalisation, qui est une organisation de femmes rattachée à un mouvement féministe dans lequel elles reçoivent les femmes pour les informer sur leurs droits, les informer qu'elles sont objets de droit en tant que femmes, mais aussi en tant que travailleuses, et les diriger ensuite, faire une espèce de pont vers la syndicalisation, les renforcer, les rendre plus fortes et faire le lien pour qu'elles puissent aller vers ces syndicats. Au Bangladesh, il y a aussi, en fait, elles sont en général très mobilisées, c'est-à-dire qu'elles participent, sont les premières, il y a une telle pourcentage de femmes que bien sûr elles sont très présentes dans les manifestations,
pour défendre leurs droits. C'est le cas au Bangladesh depuis 2018-2019, il y a de très fortes mobilisations. Et on voit qu'il y a effectivement tout un travail pour qu'elles puissent, d'empowerment, comme on dit, pour qu'elles puissent se syndiquer, etc. Dans le secteur du textile, il y a eu un accident emblématique, c'est l'effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013, qui a été un choc évidemment pour tout le monde, pour les citoyens, y compris pour nous, ONG, mais pas une surprise. On dénombrait déjà plus de 700 morts dans des effondrements, des incendies d'usines au Bangladesh, qui est un pays connu pour avoir cru de manière exponentielle dans le secteur du textile sans qu'il y ait d'investissement dans des bâtiments, dans des usines qui soient de réels ateliers de travail sécures pour les travailleuses et les travailleurs. Juste avant le Rana Plaza, en décembre 2012, il y a eu l'incendie de l'usine Tazreen dans lequel 112 femmes avaient déjà péri, soit brûlées dans les flammes, soit se jetant des étages. Donc c'était déjà épouvantable, déjà odieux, déjà inadmissible. C'était pas le premier accident, mais il a fallu cet accident massif dans lequel 1138 travailleuses et travailleurs ont péri pour quand même créer une prise de conscience citoyenne internationale, mais aussi politique, qui a quand même bousculé un peu les enjeux et susciter des réactions dans le secteur. Vraiment, le premier effet, c'est effectivement cette prise de conscience citoyenne qui fait qu'il y a de plus en plus de questions, d'interpellations dans les boutiques, dans les magasins, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour questionner ces marques, pour dénoncer leurs pratiques. On voit qu'il y a beaucoup plus d'écho journalistique aussi, médiatique, à la condition de ces femmes ouvrières et d'une manière générale de la façon dont la fast fashion, donc ces marques emblématiques comme Zara, Primark, H&M, c'est-à-dire qu'ils produisent, alors pas forcément à bas coût, mais en tout cas un rythme accéléré de production pour susciter toujours plus de besoins et d'envie de consommation. Donc une mode jetable qui a un impact direct sur les conditions, les cadences de travail, les salaires évidemment de ces ouvrières. Sur les avancées, voilà, c'est qu'il y a une interpellation forte et une remise en question de ce modèle. Par ailleurs, c'est vrai que ça donne aussi un peu plus de poids aux luttes des travailleurs dans les pays de production textile. Ce qui n'évolue pas, c'est le modèle économique de ces grands groupes de la fast fashion qui, pour l'instant, enfin, on sent qu'il se passe quelque chose, qu'elle se questionne, mais c'est tout récent, je dirais. Alors, le Rana Plaza, ça fait déjà 6 ans, qui pour nous est un modèle qu'il faut cesser, c'est-à-dire il faut aujourd'hui qu'on cesse de produire autant de matière, qu'on cesse de produire cette mode jetable, et que les entreprises revoient un modèle économique qui soit plus fondé seulement sur voilà, l'exploitation d'une main-d'œuvre ouvrière, des dégâts environnementaux considérables, et pour ça, il faut en passer par la loi. Peut-être l'autre grand succès, grande avancée, ça a été l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance en France. Le Rana Plaza ne l'a pas permise, mais elle a été un grand accélérateur. C'est une loi qui oblige, donc elle a été adoptée en mars 2017, et elle oblige tous les grands groupes français, quel que soit le secteur, donc de plus de 5000 salariés en France, à publier un plan de vigilance dans lequel elles vont dire quels sont les impacts sociaux, environnementaux dans leur activité partout où elles opèrent et les mesures qu'elles prennent pour prévenir ces risques, prévenir ces atteintes. Et c'est la première fois qu'une loi permet, le cas échéant, de saisir un juge en France pour obliger les entreprises à publier ce plan, pour le rendre conforme aux atteintes et aux violations possibles si ce n'est pas le cas. Et dans un deuxième temps, en cas de dommages graves ou d'atteintes graves, c'est la première loi qui permet au monde que des victimes, disons, de violations au sud ou en dehors des frontières puissent traduire en justice devant un juge français la maison mère ou le donneur d'ordre. Donc pour nous, c'était vraiment le moyen. Donc on a travaillé en collectif avec de nombreuses ONG et syndicats en France. C'est vraiment le moyen de mettre en tout cas d'ébrécher l'impunité dont bénéficient ces multinationales à travers le monde, qui font que même quand il y a un drame comme le Rana Plaza, c'est aux ONG, aux citoyens de batailler pour que les victimes soient indemnisées, pour qu'elles signent des accords pour sécuriser les usines. Et ce type de loi permet de ne pas faire reposer la responsabilité seulement sur le bon vouloir des entreprises, sur leur volonté, mais que ce soit enfin des obligations réglementaires. Donc en ça, on a là eu une avancée considérable pour la protection des droits humains à travers cette loi. On poursuit nos combats par différents moyens. Nous, on produit des rapports dans lesquels on documente. On vient d'en sortir un qui s'appelle « Le coût du respect » selon Zara, dans lequel on a décortiqué le coût, le prix
prix réel de la fabrication d'un sweatshirt que Zara a floqué Respect, selon la chanson d'Aretha Franklin, dans lequel on montre que sur un seul sweatshirt, Zara fait le double de profit que tous les salaires qui ont été versés depuis le champ de coton, depuis le travailleur du champ de coton jusqu'à la confection. Donc ce type de rapport nous aide beaucoup. Puis dans lequel on établit des recommandations adressées aux multinationales et aux États. On mène des actions médiatiques, le grand public, on documente beaucoup aussi les luttes au sud. Et puis on organise différentes actions. On a une action en cours, enfin une action, un partenariat en ce moment. C'est que le film Made in Bangladesh, qui est sorti le 4 décembre en France, dans plusieurs salles, on est partenaire de ce film qui est réalisé par une réalisatrice Bangladesh et qui raconte, en s'inspirant de l'histoire vraie, le combat d'une ouvrière du textile au Bangladesh pour créer dans son usine un syndicat, en tentant d'embarquer toutes les femmes, parce que toutes ses collègues sont des femmes, dans ce combat qui est un combat difficile parce qu'elle s'oppose à des patrons, à un propriétaire d'usine intransigeant, mais aussi à une société patriarcale qui lui rappelle sa condition de femme, c'est-à-dire que son mari se pose des questions aussi, elle rencontre l'administration, enfin différents obstacles, à la fois en tant que femme et en tant que travailleuse pour créer ce syndicat. C'est un très beau film et c'est un très beau film de combat de femmes et de solidarité de femmes sur un sujet très très peu traité. Donc voilà, je ne te raconte pas la fin, mais ça vaut le coup d'aller le voir.